Et il y a un café qui est très sympa, qui s'appelle c'est le café Tito, qui est au bout de l'avenue Marshall Tita, qui est, comme son nom l'indique, café qui rend hommage au maréchal Tito. Donc il y a des portraits un peu partout du maréchal, des drapeaux yougoslaves. On peut trouver aussi ce genre de café à Belgrade ou à Zagreb, c'est possible. Donc ambiance très sympa et ouais, petit café tranquille. Généralement après je remontais à l'auberge pour travailler et le soir si j'étais pas si je faisais pas la nuit, je sortais avec les gens de l'auberge ou avec Stéphane, Daniel aussi. Bienvenue sur le podcast de Haïdé.fr pour mettre en lumière les tendances ainsi que les enjeux culturels et sociétaux des régions de l'Est de l'Europe. Je m'appelle Thibaut Boudot, je suis le fondateur de Haïdé Créative et je vous invite à voyager avec nous de la Grèce à la Russie en passant par les Balkans et l'Europe centrale. Loin des clichés et stéréotypes que beaucoup s'en font, nous allons casser ce rideau de fer culturel qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe, car nos pays et régions en pleine mutation regorgent d'initiatives positives. Mais avant de commencer notre voyage, répondons à la question que tout le monde se pose. Que veut dire Haïdé ? Il s'agit d'un mot emprunté à la Turquie ottomane, très utilisé dans nos pays, qui signifie « allons-y ». Alors attachez votre ceinture et embarquez avec nous, destination l'Europe de l'Est. Salut Henri, comment tu vas ? Salut Thibaut, ça va super, merci. Alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, je voulais vous parler de mon voyage à Sarajevo, donc la capitale de la Bosnie-Herzégovine. Donc vraiment la ville balkanique, la ville du cœur des Balkans, voilà, par sa géographie, son mélange de culture, de religion, ses influences, son histoire, voilà, la ville balkanique vraiment très riche. Eh ben c'est à toi, je te laisse nous raconter ton expérience. Alors juste pour le contexte, moi fin 2018 j'ai fini mes études et j'avais très envie de voyager et j'avais très envie de découvrir les Balkans parce que c'est une région qui m'a toujours intrigué parce que c'est beaucoup de pays qui sont pas dans l'Union européenne, c'est une sorte de zone grise qui est juste là à côté de nous et pourtant on sait pas trop ce qui s'y passe. On en a entendu parler beaucoup pour l'histoire, notamment Sarajevo, l'histoire l'attentat de Sarajevo et plus récemment les conflits des années 90. Mais moi, j'étais jamais allé, j'ai toujours été curieux de découvrir cette région. Donc fin 2018, j'avais prévu un premier voyage. Je voulais aller en Hongrie, en Serbie et finir à Sarajevo. Malheureusement, j'ai pas atteint Sarajevo et je suis rentré en France. Donc ce voyage avait un goût d'inachevé et Sarajevo, je voulais vraiment y retourner. Donc j'y suis retourné à l'été 2019, en juin. Et là, c'est pareil, je voulais explorer les Balkans. Donc, je voulais partir de Sarajevo et rejoindre Istanbul en traversant le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord, bref, les Balkans. Donc, je suis allé à Sarajevo, j'ai réservé une chambre dans une auberge et je m'y suis rendu tout seul. Donc, je suis arrivé et la première chose qui m'a marqué, c'est en arrivant dans la ville, c'est que c'est vraiment une ville au fond d'une vallée. C'est entouré de montagnes, de petits sommets. Et c'est vraiment au fond, quoi. Donc énormément de pentes. Et mon auberge de jeunesse était située sur les hauteurs de la ville. Donc première impression, c'est beaucoup de pentes et une architecture assez hétérogène. C'est beaucoup de bâtiments d'inspiration austro-hongroise, beaucoup le centre-ville très ottoman, des mosquées partout. À côté de ça, des bâtiments aussi qui évoquent plus l'ère socialiste, la Yougoslavie, donc vraiment des gros bâtiments en béton. Donc ma première impression, c'est que ça a l'air très mélangé. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'histoire. Donc je monte à l'auberge, je dépose mes affaires, et je fais connaissance rapidement avec les gens. Et je redescends dans le centre-ville pour commencer à explorer. Et rapidement, je me rends compte effectivement, c'est une ville qui est chargée en histoire, comme je t'ai dit, par toute l'architecture, les monuments, qui témoignent des passages des différents empires, et puis très mélangé du plan religieux aussi, des mosquées, des églises catholiques, orthodoxes, une synagogue aussi, parce que je vais découvrir plus tard que Sarajevo abritait la plus grosse communauté juive des Balkans, qu'on appelait aussi la petite Jérusalem à un moment. Donc
Et dernière chose surtout, c'est qu'il y a beaucoup de bâtiments qui sont encore marqués par la guerre, par le siège de Sarajevo. C'est-à-dire que tu as beaucoup de bâtiments qui sont encore criblés de balles. Tu as les traces de certains bombardements. Donc on comprend que c'est une ville qui a été vraiment au cœur de l'histoire en fait. Vraiment. Je suis d'abord marqué par ça. C'est ça qui me frappe vraiment dès le début. Bon, à côté de ça, j'explore aussi les bars, les restaurants. C'est une ville très vivante, très animée. Mais j'avais prévu en fait de ne passer que 2 ou 3 nuits à Sarajevo et rapidement je retourne à l'auberge et je leur dis bah écoutez, je vais peut-être prolonger mon séjour parce que j'ai envie de prendre le temps d'explorer la ville, de la comprendre. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à voir. C'est pas une ville très grande pourtant, mais c'est une ville très riche. Et à côté de ça, à l'auberge, je sympathise aussi avec les réceptionnistes, notamment un gars qui a mon âge, qui s'appelle Stéphane, et il se rend compte que je m'intéresse à la ville, que j'aime bien aller dans les bars pour boire de la rakia, tout ça, profiter de la ville. Et comme le contact passe bien, bah, il me fait une proposition. Il me dit à l'auberge, on a besoin de quelqu'un pour tenir la réception. Tu peux rester travailler 4 ou 5 après-midi à la réception, tu nous aides à faire les lits, tu t'occupes un petit peu des gens qui sont là, tu les aiguilles, tu leur dis ce qu'il y a à voir, ce qu'il y a à faire. Et à côté de ça, tu peux rester autant que tu veux à l'auberge, gratuitement. Donc là, il a su me parler, quoi. Et je prends quand même le temps de réfléchir un jour et je me dis, allez, c'est le moment, c'est une opportunité que peut-être je n'aurais pas par la suite. Donc autant en profiter. Donc très vite, je comprends que mon plan de partir de Sarajevo pour aller à Istanbul, je vais pas le respecter. Et en fait, je vais passer 1 mois et demi à Sarajevo et je vais pouvoir rencontrer des gens, discuter avec les gens qui tiennent l'auberge, qui sont des Bosniens, qui sont de Sarajevo. Donc il y a Stéphane qui est de ma génération, qui est 25 ans, et puis il y a Jelila qui elle a 40 ans, donc qui a connu un petit peu Sarajevo pendant le siège de la ville. Donc j'aimerais bien leur en parler, lui en parler surtout à Jelila, mais c'est un sujet très sensible et c'est pas un sujet dont les gens parlent facilement. C'est assez vif encore dans les mémoires. C'est en fait c'est ça quand je te dis que les bâtiments portent encore les stigmates de la guerre. C'est vif dans l'architecture. C'est encore présent dans l'architecture et c'est encore présent dans les esprits beaucoup. Peut-être pas les gens de notre génération, mais c'est inévitable en fait comme sujet. La guerre, c'est inévitable comme sujet. Les musées, beaucoup tournent autour de ça. Et la ville porte vraiment les stigmates. Mais donc pendant 1 mois et demi, j'ai pu vraiment explorer la ville, les alentours, sortir un peu de l'hypercentre de Sarajevo, les musées, le tunnel. En fait, il y a beaucoup de. Alors je te disais que c'était une ville animée, c'est vrai, mais c'est une ville qui est assez chargée, qui est très chargée en histoire. Donc les musées, c'est vrai, sont beaucoup autour de la guerre. Tu as la piste de bobsleigh, par exemple, qui est inévitable, qui surplombe la ville, qui date des Jeux Olympiques de 1984. Elle est là et c'est un témoignage en fait de ce qu'a été la ville à un moment. C'est-à-dire que elle a accueilli les Jeux Olympiques. Elle était vraiment, elle rayonnait en fait en Yougoslavie au même titre que Belgrade ou que Zagreb. Et puis finalement, cette partie-là de la ville a été occupée par l'armée pour assiéger la ville. Et donc tu peux te rendre sur la piste de bobsleigh et découvrir un peu ce témoignage. En fait, toute la ville, j'ai eu l'impression, est en partie un vaste témoignage de l'histoire récente, du conflit des années 90, du siège, qui a quand même duré assez longtemps. Et donc, en parlant avec les réceptionnistes à l'auberge, j'ai pu en apprendre un peu plus sur en tout cas, j'ai recueilli le témoignage de Stéphane, ses impressions sur la Bosnie, sur Sarajevo, et globalement, lui était assez sceptique. C'était un jeune de 25 ans. Il me disait qu'il y avait beaucoup de problèmes de corruption dans le pays, que le taux de chômage était élevé pour les jeunes, que les jeunes voulaient quitter la Bosnie. Il y avait trop de dysfonctionnements structurels. Il me parle aussi un peu du système politique qui est très compliqué parce que en Bosnie, il y a 2 entités. Il y a une présidence avec tripartite, donc avec un Bosniaque, un Serbe, un Croate. Donc c'est très difficile de faire tourner la machine. Et la machine ne tourne pas vraiment, en fait, c'est ce qu'il me dit. Donc lui aimerait bien, a des envies de quitter le pays, mais il n'a pas vraiment d'opportunité. Et c'est justement pour ça qu'il travaille dans une auberge, c'est qu'il est un peu en contact avec le reste de l'Europe. Voilà. Et puis un autre témoignage après qui
qui m'a marqué, c'est celui de Jalila, qui elle avait 40 ans et qui me parle un peu spontanément sans que j'amène le sujet parce que c'est un peu gênant et puis moi je trouve ça un peu déplacé de demander aux gens alors c'était comment pendant la guerre, mais elle m'en a parlé un petit peu et c'était vraiment très assez poignant comme témoignage parce qu'elle me racontait qu'en fait elle avait dû quitter son domicile qui était pris en étau par les forces militaires, qu'elle avait dû laisser tout derrière elle et ouais, je comprends en fait que c'est vraiment une ville martyre. C'est euh, c'est une ville qui on peut s'amuser, on peut faire la fête, rencontrer des gens, mais on est toujours rappelé à cette réalité qu'il y a très peu de temps en fait, c'est une ville qui était complètement assiégée, que les gens ont tenu malgré tout. Les gens se sont aussi enfuis. Il y a si les gens ont le temps, ils peuvent aller voir. Il y a un musée qui est un petit peu en dehors de la ville, qui en fait est le tunnel qui est sous l'aéroport, qui passait sous la piste de l'aéroport de Sarajevo, qui s'appelle Tunnel de l'Espoir en fait, et par lequel les Sarajeviens quittaient la ville, quittaient le siège. Et à ce propos, Jalila me racontait que, alors aujourd'hui on appelle ça Tunnel de l'Espoir, mais elle me dit, mais en fait c'était vraiment par désespoir plutôt que les gens quittaient la ville, c'est qu'il y avait plus rien à faire, il fallait tout laisser derrière soi, il fallait quitter la ville absolument et survivre. Donc c'était vraiment une expérience assez forte de pouvoir discuter avec eux de leur en tout cas de discuter avec Jalila de ce qu'elle avait ressenti pendant le siège, de pouvoir discuter avec Stéphane de ce qu'il pensait de la situation actuelle en Bosnie. Et donc en un mois et demi, j'ai pu apprendre plus sur la ville, l'histoire, la mentalité des gens. Euh, Moi, je recommande à tout le monde d'aller faire un tour à Sarajevo parce que c'est une ville qui est assez bouillonnante aussi. C'est vraiment une ville des Balkans comme comme Skopje un petit peu, c'est-à-dire que ça bouillonne, il y a du mélange quoi. On rencontre des gens très très différents, des gens qui ont des histoires très très riches, qui parlent quatre ou cinq langues, qui ont voyagé, qui ont vécu à droite à gauche. Et moi, je trouve que c'est toujours très bénéfique sur le plan humain, sur le plan personnel, de rencontrer des gens qui ont des expériences très riches comme ça. C'est très inspirant. Et la ville de Sarajevo, même si elle est assez marquée, elle est aussi très charmante. Vraiment, c'est une ville qui a du charme. C'est au fond d'une vallée, il y a une petite rivière qui traverse la ville, et puis il y a des couchers de soleil en fait magnifiques, parce que comme c'est au fond d'une vallée, très vite on grimpe, on se retrouve sur une terrasse, que ce soit quand on est au sommet du mont Trebević pour aller voir la piste de bobsleigh. Là, on a une vue sur toute la ville qui est vraiment imprenable. Il y a quelques terrasses, je pense c'est la forteresse jaune, où il y a un café, où les gens vont le soir pour se réunir, pour boire un café et regarder, profiter du coucher de soleil. Il y a des parcs aux alentours, il y a vraiment plein de choses à faire. Donc je suis content de ne pas être resté que 2 ou 3 jours, parce que même en un mois et demi, je pense qu'il y a encore plein de choses que j'ai pas vues. Mais ouais, moi je recommande vraiment à tout le monde d'aller faire un tour à Sarajevo, parce que c'est une ville assez unique. C'est une ville unique, ouais. Merci beaucoup pour ce beau récit, Henri. Quels ont été tes 3 coups de cœur à Sarajevo? Bon, alors j'en ai un petit peu parlé, mais je pense qu'il faut vraiment aller voir la piste de bobsleigh, parce que on monte en téléphérique, donc on s'élève vraiment petit à petit au-dessus de la ville. On se rend compte que c'est vraiment au fond d'une vallée, donc on comprend pourquoi ça a été assiégé, comment ça a été assiégé aussi longtemps. On arrive au sommet, et puis on peut redescendre, c'est une promenade très sympa. On est sur la piste de bobsleigh à travers des petits sous-bois. On redescend tranquillement vers la ville. Donc c'est franchement agréable, ça permet de quitter un peu le centre-ville. Euh, je dirais qu'il faut pas hésiter aussi à prendre un train pour aller voir Mostar, qui est à 2 ou 3 heures, je crois, de train, peut-être un peu moins. Faut pas hésiter à y aller le temps d'une journée ou deux, prendre un train. Le voyage est très agréable. On passe par des paysages vraiment assez, assez exceptionnels. La ville de Mostar est aussi très intéressante, très connue aussi, bon, pour la guerre encore, malheureusement. Puis je dirais, ouais, aller voir un coucher de soleil à la forteresse jaune, prendre un café bosnien avec un petit baklava, se détendre, fumer une cigarette si vous avez envie. C'est vraiment, c'est une ville où il faut prendre son temps en fait. Je disais que c'était une ville qui bouillonnait, mais c'est une ville où il faut savoir se détendre aussi, prendre son temps. Oui, je me souviens d'une expérience à Sarajevo avec des amis. On était monté sur la colline qui est du côté d'un cimetière, si je me souviens bien.
On Ouais, avait continué à monter, on était arrivé au-dessus des montagnes, et puis juste derrière, il y avait un petit restaurant qui payait pas de mine, dans lequel du coup on a mangé. Alors c'était drôle parce que le restaurateur parlait pas du tout anglais, et au final il nous a amené 4 ou 5 plats. Enfin, on s'est vraiment fait plaisir, c'était hyper bon, et c'était vraiment une expérience géniale, quoi. Et puis c'était juste à côté, enfin juste derrière Sarajevo, avec ouais, une vue sur les montagnes aussi magnifique. ouais, Vraiment c'est ça. C'est, très très belle ville. je pense qu'il faut pas hésiter à s'aventurer un peu sur les hauteurs, quitter le Bachartchia, la vieille ville qui est assez touristique. Faut pas hésiter à s'aventurer. Il y a plein de petits restos, petits bars qui payent pas de mine, comme tu dis, mais on est bien reçu. Ouais. Alors est-ce que tu avais une routine particulière sur place? Bah alors c'est vrai que après quand je travaillais à l'auberge, généralement je travaillais l'après-midi. Donc le matin, ce que je faisais, c'est que je prenais le petit déj à l'auberge qui était cuisiné par la mère d'une réceptionniste. C'était des beignets, du haïvar évidemment, du café turc, des œufs, des petits pains chauds. Donc, généralement, je prenais un bon petit déjeuner. Je descendais en ville, j'allais faire quelques musées, un musée dans la matinée. Ensuite, je me promenais, je marchais le long de la rivière. Il y a une allée qui est piétonne, qui est très agréable, qui est sous les bois, qui est le long de la rivière. Et j'allais déjeuner soit dans des petits restaurants que je trouvais, soit je mangeais une assiette de cevapi, oignons classique. Et il y a un café qui est très sympa, qui s'appelle c'est le café Tito, qui est au bout de l'avenue Marshall Tita, qui est, comme son nom l'indique, café qui rend hommage au maréchal Tito. Donc il y a des portraits un peu partout du maréchal, des drapeaux yougoslaves. On peut trouver aussi ce genre de café à Belgrade ou à Zagreb, c'est possible. Donc ambiance très sympa et ouais, petit café tranquille. Généralement après je remontais à l'auberge pour travailler et le soir si j'étais pas si je faisais pas la nuit, je sortais avec les gens de l'auberge ou avec Stéphane, mon ami Bosnia. Est-ce que tu as des lieux de sortie ou un musée, une salle de concert ou un festival à nous conseiller? Moi, je recommanderais. Bon, il y a des musées qui sont très intéressants. Il y a le musée des. Je crois que ça s'appelle le musée des enfants, quelque chose comme ça. Mais c'est un musée. Alors, c'est très axé sur la guerre. Encore une fois, c'est assez émouvant, c'est assez poignant. C'est un musée en fait qui est sur. Sont des objets, des objets qui sont exposés, des objets qui sont relatifs à l'enfance, mais qui proviennent de villes qui ont été assiégées. Et pas seulement de Sarajevo, en fait. Ça fait écho aussi à d'autres conflits qu'il y a dans le monde. Et donc c'est très intéressant. Ça permet d'en apprendre plus sur l'histoire de la ville. Tous les musées sont vraiment axés en fait sur la guerre. Donc moi je pense qu'il faut en faire un ou deux parce qu'après c'est quand même assez pesant. C'est quand même assez dur hein, aussi, il faut le dire. C'est assez violent. Mais donc si on veut se détendre, il y a un café qui est très sympa, qui est très connu à Sarajevo, c'est Kino Bosna, qui est un ancien cinéma en fait, qui a été réaménagé en café, en kafana comme ils disent. Donc avec de la musique en live, donc accordéon, contrebasse. Donc il fait chaud, ça sent la cigarette, c'est bruyant, on est serré, mais l'atmosphère est c'est vraiment sympa quoi. C'est vraiment entraînant, vraiment authentique. Les Sarajeviens se réunissent pour chanter. Ce sont des chansons tirées du folklore bosnien, donc tout le monde chante en chœur. Donc, nous, malheureusement, on comprenait pas trop, mais c'est vraiment une bonne expérience quoi. Si je recommande vraiment d'y aller. Faut juste être préparé que, enfin, faut pas par l'esprit que tout le monde fume à l'intérieur quoi. Donc voilà. Mais sinon, je recommande vraiment Kino Bosna. Je sais pas si c'est encore ouvert, mais très bonne expérience là-bas. Très bien, on note pour notre prochain voyage à Sarajevo alors. On a parlé un peu de rakia, on a parlé de cevapi aussi, on va continuer à Ouais. parler de gastronomie locale. Est-ce que tu as un plat typique du coup de Sarajevo à nous conseiller? Il y avait un plat qui s'appelle les clépés. Ce sont des raviolis, en fait, des raviolis à la viande, qui sont servis dans des petites assiettes en cuivre, là. C'est servi avec beaucoup de crème fraîche et de l'ail. Et c'est vraiment, ça change des éternels cevapi dont on se lasse un peu si on en mange quotidiennement. Donc ça, c'est vraiment agréable. Les clépés, très très bon. Et puis, ouais, il y a très bon beurek aussi à Sarajevo. Et je pense notamment, il y a
il y a une pâtisserie qui est dans la vieille ville qui fait des beureks à la pomme de terre qui sont croustillants à l'extérieur et qui sont vraiment, vraiment, vraiment délicieux. Ça, et puis je recommande aussi d'essayer de boire le café bosnien à leur façon, comme ils disent, parce que c'est pas un simple café turc, c'est... alors si je me souviens bien, ils font d'abord frémir l'eau bouillante, enfin l'eau, ils font d'abord frémir l'eau, ensuite ils ajoutent le café, et puis ensuite le rituel consiste à retirer la mousse qu'il y a au sommet du café quand il commence à bouillir, la verser au fond de la tasse et tremper un sucre dedans. Alors ça, vraiment, c'est la façon apparemment vraiment authentique, vraiment bosnienne de boire le café. Donc, alors, une fois, je l'ai fait dans un café. Le barman était un peu surpris qu'on fasse ça, parce que personne ne le fait en réalité. Hein, les gens dégustent leur café normalement. Mais on m'avait expliqué que la tradition bosnienne, c'était comme ça. Donc, ouais, de très bonnes choses vraiment aussi en Bosnie à déguster. Du coup, donc, t'es resté 1 mois et demi sur place. Comment est-ce qu'on fait pour rencontrer des locaux et est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marqué? Ouais, alors pour rencontrer, moi j'avais la chance d'avoir 2 locaux à mes côtés pendant 1 mois et demi qui étaient les réceptionnistes en fait, qui ont pu parler avec moi. Mais on a fait une rencontre aussi inattendue, parce qu'un soir j'étais avec une amie, on admirait le coucher de soleil sur la forteresse jaune, et puis on décide de s'aventurer un peu sur les hauteurs de la ville. Et vraiment, plus on monte, plus on a une vision panoramique sur la ville. Donc on était en train d'admirer cette vue et on voit un vieux monsieur qui remonte avec un sac de courses et puis il voit on est en admiration devant le paysage et puis il nous fait signe de le suivre. Il parle pas anglais, il nous fait signe de le suivre. Bon, il a pas l'air méchant quoi, mais on est un peu perplexe parce que c'est pas ce qu'il veut. Puis comme il a l'air sympa, on le suit, il va doucement. Et finalement, il nous amène chez lui. Donc on entre. Ibro, il s'appelait, voilà, Ibro. Et sa femme est là et directement elle nous accueille. On retire les chaussures et elle dresse une table sur le balcon, petite table, 4 chaises. Ibro arrive aussi avec 2 bouteilles, une bouteille de rakia naturellement et une bouteille il nous présente ça comme du vin, c'est marqué vino dessus. Je pense que c'était pas du vin en réalité, parce que ça ressemblait à de la rakia vraiment. Et sa femme nous apporte des beureks aux épinards. Personne ne parle anglais. Lui, il parle vaguement allemand. Mais en tout cas, c'est très généreux, très convivial. Donc, on trinque, on mange un morceau et on essaye d'entamer la conversation. Et finalement, je comprends que Ibro et sa femme viennent de Sarajevo. Ils ont vécu ici pendant le siège de la ville. Et Ibro me fait comprendre qu'il remercie Dieu d'avoir survécu au siège et d'être présent aujourd'hui. Et donc on retrinque un coup pendant que sa femme le surveille. Ibro nous versait des verres, se versait un verre encore. Donc c'était vraiment une expérience inattendue, avec une vue magnifique encore une fois sur Sarajevo, inattendue, très généreuse. Et puis en repartant, on a eu le droit à encore des beureks pour la route. Donc vraiment une rencontre que j'oublierai pas. Surtout que 2 jours plus tard, en me promenant dans Sarajevo, je rencontre à nouveau Ibro, qui me dit, bah, suis-moi. Et on se retrouve au bar de la gare de Sarajevo. On reboit un verre. Et cette fois-ci, c'est moi qui l'invite, parce que ça me fait plaisir vraiment. Et donc, voilà, j'ai une très belle rencontre à Sarajevo, inattendue, imprévue, mais vraiment, ça s'est fait spontanément. Et j'oublierai pas. Alors, quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite partir en Bosnie et plus particulièrement à Sarajevo? Bah, comme j'en ai beaucoup parlé, mais c'est vraiment une ville qui est très prenante. C'est-à-dire qu'à cause de l'histoire qui est assez dramatique, je veux dire, la ville porte les stigmates vraiment. Donc ça peut être... moi j'étais assez frappé par ça. C'est une ville aussi, faut y aller sans a priori, je pense, parce que on n'en entend jamais parler, on sait pas trop ce qui se passe. Faut y aller vraiment l'esprit ouvert. Faut pas oublier que c'est en pente aussi. Faut être prêt à beaucoup marcher, beaucoup marcher. Et puis, non, je dirais que il faut y aller, il faut explorer, c'est ça. Faut pas hésiter à s'aventurer un peu, bah comme partout, hein, comme à chaque fois qu'on voyage, il faut pas hésiter à sortir du centre-ville, pas hésiter à engager la conversation avec les gens. S'ils ont envie, ils vous parleront.
Voilà, faut y aller, faut aller voir. Alors toi, de ton côté, comment tu prépares tes voyages? Euh, généralement, j'ai vaguement un plan en tête que j'ai du mal à suivre, mais ce que je fais déjà avant de partir, c'est que je me documente sur le pays déjà dans son ensemble. Je regarde des documentaires, un guide, hein, tout simplement, un bon guide touristique, c'est déjà une bonne base. Euh, les Balkans, moi je m'y intéresse depuis un moment parce que j'ai étudié cette région en particulier pendant mes études du point de vue du droit international. Donc j'avais quelques connaissances sur le pays. Donc ouais, généralement je regarde un documentaire, même lire une page Wikipédia, un truc comme ça. J'y vais pas, j'y vais en me renseignant un minimum quand même sur l'histoire du pays. Surtout dans ces pays-là, dans cette région, l'histoire est tellement riche. Ouais, je préfère me renseigner. Et pendant tes voyages, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ton sac à dos? Alors, généralement, je pars avec le strict minimum, ce qui fait que je me retrouve à acheter des affaires sur place à chaque fois. Mais ouais, je pense que l'indispensable pour moi, c'est vraiment un guide, un petit guide, un stylo, parce que il faut toujours noter, on est toujours conseillé, on rencontre toujours des gens qui nous conseillent, va ici, va là, va voir tel musée, va dans telle ville. Donc moi, ce qu'il me faut impérativement, c'est un guide, un petit stylo, et généralement, je perds pas mal d'affaires aussi. Donc je reviens avec un sac plus léger que au moment où je suis parti. Et du coup, est-ce que tu documentes tes voyages? Est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Non, je documente pas beaucoup, je prends pas beaucoup, enfin je ne publie pas mes voyages malheureusement, mes photos, mes vidéos, non. Est-ce qu'il y a une série, un film, une vidéo ou un livre qui t'a donné envie de voyager? Bah, j'aime bien en fait moi j'aime bien Antoine de Maximi, le J'irai dormir chez vous. C'est vraiment, j'aime beaucoup sa façon de voyager. Je trouve que c'est assez simple, assez spontané. Et il a un côté peut-être un peu à l'arrache, moi, que j'aime bien en fait, c'est que il laisse une place à l'imprévu dans ses voyages. C'est ce qui lui permet de rencontrer beaucoup de gens. Euh, je pense qu'il quand même il se documente aussi sur les pays dans lesquels il va, mais j'ai l'impression qu'il apprend énormément au contact des gens qu'il rencontre. Et cette façon de voyager, moi j'aime bien, c'est-à-dire que c'est pas se contente pas de se déplacer dans un pays. Il va à la rencontre des gens et il improvise. Moi j'aime beaucoup l'improvisation. Voilà. C'est pour ça que je suis rarement mes plans. Il avait fait un épisode sur la Bosnie d'ailleurs. Oui, ouais, ouais. Ce qui était très sympa. Je crois qu'il commence en Republika Srpska et ensuite il descend plus dans le sud, si je me souviens bien. Ouais, ouais. Si je te dis le mot Haïdé, ça te fait penser à quoi? AID, pour moi, ça évoque l'énergie, l'entrain. C'est-à-dire qu'on te dit AID, on te fait un geste, c'est-à-dire suis-moi, c'est parti, on y va, quoi. C'est souvent, moi, je l'ai entendu. Souvent, ce sont les chauffeurs de taxi ou dans les restaurants. Chauffeur de taxi, tu montes, tu donnes ton adresse, il te dit AID, on y va. C'est dire c'est parti. Tu sais pas combien tu vas payer, tu sais pas combien de détours vous allez faire, mais tu es lancé, quoi. Et moi j'aime bien, quoi. Je trouve ça très entraînant en fait comme expression. Et donc tu fais partie des passionnés de l'Europe de l'Est. Comment elle t'est venue cette passion? Alors comme je te disais, moi c'est une région. On en entend parler. La première fois que j'ai entendu parler, c'est au collège. On te parle de l'attentat de Sarajevo, on te parle du siège de Sarajevo, et puis après on ne t'en parle plus jamais. Et je trouve que c'est une région qu'on a tendance à délaisser un peu, alors que c'est une région qui a été au carrefour de tellement d'influences. C'est une région qui est extrêmement stratégique aussi. Et moi j'ai toujours été intrigué. J'ai toujours été intrigué parce on a Autriche, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Grèce. Et puis au milieu, il y a cette espèce d'enclave. Ça fait pas partie de l'Union européenne, c'est une sorte de zone grise. Et moi, j'ai eu envie de comprendre pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi c'est pas dans l'Union européenne? Donc, oui, oui, oui. C'est d'abord comme ça que je me suis intéressé à cette région. Et ensuite, moi, pendant les études, on a parlé par le prisme des relations internationales, du droit, des conflits armés, tout ça. Donc, on se rend compte que c'est une région qui est vraiment une région clé en fait. Je trouve parce que c'est les c'est à côté de la Turquie. Il y a tellement de religions, il y a tellement de groupes. C'est une région qui est extrêmement riche
Et c'est une région qui bouge énormément aussi. Donc, ouais, c'est une région qui me fascine. Mais c'est une région remplie de clichés, et alors qu'il se passe énormément de choses Aussi, passionnantes, des cultures aussi totalement différentes dans chaque pays, avec ouais. plein de Ouais, choses c'est à certain. découvrir. Alors je vais te lancer un défi avant de finir ce podcast. Il faut m'apprendre quelques mots dans la langue du pays dont tu nous parles, donc en bosnien. Bon, les gens qui ont voyagé un peu en Serbie, en Croatie, bon, connaissent les fondamentaux, hein, bonjour, merci, au revoir. Mais alors, il y a une expression qui est typiquement bosnienne qui est polako. Polako, ça veut dire tranquille, on a le temps. Je sais qu'une fois à Sarajevo, j'étais en train de marcher, j'étais en retard pour aller à l'auberge. C'est vraiment les pentes raides. J'étais en train de marcher rapidement, j'étais en sueur. Une vieille dame qui descend dans l'autre sens, elle me regarde, elle me dit polako. Ça veut dire tranquille, on a le temps, détends-toi. Et ça, c'est vraiment une expression bosnienne apparemment. C'est-à-dire que le monde, le ciel va pas nous tomber sur la tête, tout va bien, prends ton temps. Et puis un incontournable aussi, je dirais que c'est Jiveli. Jiveli qu'on entend bon, bah, un peu partout dans les Balkans, enfin en Serbie, en Croatie notamment. Ça veut dire santé. Santé, donc si vous sortez, que vous avez l'occasion de trinquer, n'hésitez pas, allez-y, Jiveli. À la vie. Bah, ça va nous servir pour nos prochains voyages. Et du coup, pour finir ce podcast, est-ce que tu as une recommandation à nous faire ? Moi, il y a une page Instagram que je trouve elle est assez simple. Elle s'appelle The Balkans. C'est The-du-bas Balkans. Et en fait, c'est une page Instagram. Ce sont des paysages, des photos qui permettent vraiment de découvrir la beauté des paysages qu'on trouve dans les Balkans. Vraiment, tous les joyaux dissimulés qu'on ne connaît pas encore. Si vous n'avez pas encore voyagé dans les Balkans et que vous demandez ce qu'on peut y voir, c'est vraiment une page qui est magnifique. Les photos sont très belles. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Très bien, je rajouterai le lien vers ce compte dans la description du podcast. Merci encore, Henri. Bah, y a pas de quoi. Et puis à bientôt. Ça marche, à plus tard. Pour conclure, je souhaite dire un grand merci au groupe slovène Nowhere de nous avoir gentiment prêté leur musique Colors. Vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Merci encore à notre invité pour cette belle histoire. Merci à vous toutes et tous de nous écouter. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, AID Radio et AID.fr. On attend vos likes et partages. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!